Bismillah. Les noctambules étaient apparus par un crépuscule funèbre, au lendemain de la capitulation. Ils avaient obscurci les derniers rayons du soleil couchant, planant au-dessus des décombres à la manière des vautours. Abasourdis par plusieurs semaines de bombardements ininterrompus, les survivants faméliques avaient observé sans réaction les prédateurs volants. Lorsque les premiers d'entre eux s'étaient abattus en déployant leurs ailes membraneuses, choisissant les victimes parmi les plus affaiblies, alors seulement ils avaient compris et ils avaient fui, au hasard, les bras devant eux, brûlant leur dernière énergie pour échapper au fléau. Les noctambules ne déchiraient pas les chairs, ils ne transperçaient pas les cœurs, ils embrassaient leurs victimes en un baiser de mort, tout en buvant leurs pensées jusqu'à la dernière, ne laissant derrière eux que des cadavres exsangues. Ils avaient déferlé tout au long de cette première nuit d'horreur, et la nuit du lendemain, et celle d'après. Depuis, à chaque crépuscule, le souffle de la mort passait sur la planète mégapole d'Archivis, naguère si orgueilleuse et prospère. Le jour, elle se reconstruisait, réhabilitant ses moignons de béton et pansant ses plaies, tentant de réorganiser un semblant de société. Le soir venu, elle se figeait dans la terreur des nouveaux carnages. On rentrait chez soi, dès l'appel du couvre-feu, on s'y barricadait en disposant autant de projecteurs que possible près des issues par la seule lumière repousser le noctambule. Ensuite, ensuite il suffisait d'absorber un somnifère pour ne pas entendre la mort passer et s'éveiller au matin en trouvant la situation presque supportable, presque naturelle, car l'on s'habitue à tout, en particulier au pire. En somme, depuis 10 ans que ce calvaire persistait, il était devenu presque anodin, trop anodin, comme tant d'autres. Carson Ledico avait vécu ces années d'humiliation et de terreur, comme tant d'autres. Il s'était résigné tandis que le soleil filtrait à travers les stores baissés, striant le plancher nu. Il ressentit pour la première fois un sentiment de culpabilité mêlé de révolte. Il ne réagit pas lorsque les infirmiers, en blouse blanche, pénétrèrent dans la pièce, sans doute alertés par les voisins compatissants. Il les observa, hébété, qui soulevaient Martha pour la déposer dans un container et l'emporter avec l'air affecté de circonstance. Les détectives vérificateurs arrivèrent également sur les lieux, calepin en vent, crayon affûté, qui l'assaillirent des questions rituelles. Le moindre désordre devait faire l'objet d'une déclaration soigneusement remplie, enregistrée, archivée et injectée dans la courbe de statistiques qui n'avait jamais sauvé la vie de personne. Nom de la victime, son âge, sa profession, son activité au moment de l'attaque, votre propre activité au moment de l'attaque. Énumérez vos réponses dans un ordre cohérent. Ledico n'ouvrait pas la bouche, muré dans ses pensées. Foutez-lui la paix, intervint une voix familière. Vous ne voyez pas qu'il est de chez nous? Grex Van Holm avait surgi dans le couloir et sans ménagement, jouant de sa forte stature, obligea ses impudiques collègues à battre en retraite sur le palier. Notre devoir est de savoir, protestèrent-ils, et de vérifier. Plus tard, tonna les détectives rouquins, en leur claquant la porte au nez. Quel fumier, c'est pas vrai, aucun respect. Il considérait son partenaire effondré sans trop savoir quoi dire. Leur amitié datait des années de guerre et s'était forgée au feu des combats aériens. Ils avaient servi à bord du même croiseur interstellaire. Ils avaient été faits prisonniers au cours de la même bataille et incarcérés dans la même prison par l'ennemi. De retour sur leur monde, ils s'étaient naturellement enrôlés ensemble dans la police qui se reconstituait pour limiter les déprédations et les pillages. À ce titre, Svanholm s'estima le seul habilité à poser la main sur l'épaule de son camarade. Lady Co n'avait pas changé de place, les yeux vides, les mains croisées autour de ses genoux, tel un enfant inconsolable. Je suis vraiment désolé, Carson. Tu sais que je l'aimais beaucoup, moi aussi. Qui aurait pu prévoir? Comment a-t-elle pu? Lady Co secoua la tête, dire que ce devait être notre grand soir. On avait décidé d'avoir un enfant. J'avais réussi à obtenir toutes les autorisations. Elle devait y penser sans arrêt. C'est cela qui l'a tué. J'ai pu voir cette saleté de noctambule qui filait. Il n'était plus qu'un courant d'air. On a tout essayé, tu le sais bien. Les noctambules sont invulnérables. Quand ils sont repus, ils sont impalpables. On ne tue pas des ombres. En arrivant,
j'ai aperçu la voiture du conseiller Lauren Banney. Il ne va pas tarder à pointer son museau. Je tenais à te l'annoncer. Lady Co haussa les épaules. La présence d'un haut responsable politique, l'un des plus en vue de l'administration, l'indifférait totalement. Pourquoi Martha m'a-t-elle épousé, moi? Tu peux me le dire? Je n'étais pas de son milieu. Son père avait raison. Elle aurait dû l'écouter. Un personnage apparut sur le seuil, sanglé dans un costume raide à col droit. Lauren Banney avait la morphologie d'un taureau, le cou massif, les épaules solides, la mâchoire proéminente. Ses traits flasques semblaient imperméables à la moindre expression, et seul le regard bleu, mobile et perçant, leur conférait un semblant de vie. D'un simple haussement de sourcils, elle signifia à son escorte d'assistants et de gardes du corps de rester au dehors, et il s'avança seul dans la pièce. Il n'avait pas fait 2 pas que Lady Co sortit son arme et la braqua sur lui. Ses yeux jaunes n'étaient que 2 fentes. Que venez-vous faire ici? Banney resta de marbre. Vous n'avez pas en face de vous le conseiller d'État, Carson, et c'est heureux, car vous seriez passible de la peine de mort pour menace faite à un haut membre de l'administration. Mais le père de la victime. Le terme exact du code est menace explicite, ricana Lady Co en abaissant son revolver. Beau papa. Swanholm comprit que sa présence était devenue indésirable. Je suis dehors si tu as besoin de quoi que ce soit, lança-t-il en s'esquivant. Banney ferma la porte derrière lui et se laissa tomber au coin du lit avec un soupir. On vient de m'apprendre. Comment est-ce arrivé? Le policier prit une inspiration. Elle a laissé la fenêtre ouverte. Elle s'est crue protégée, avec moi. S'est toujours sentie protégée. Elle s'est trompée, rien qu'une fois. Quel terrible drame, marmonna le politicien, en se pinçant l'arête du nez. À l'espace d'un instant, l'ombre d'une émotion passa sur sa figure figée. Ce ne serait pas arrivé si vous aviez accepté de vivre auprès de moi, au lieu de moisir dans ce taudis. Au moins, elle serait toujours en vie. Déjà les reproches, constata Lady Co, avec un sourire amer. C'était le choix de Martha, vous le savez. Vous lui en avez assez voulu pour ça, et pour le reste. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec vous. Moi non plus, d'ailleurs. Banney laissa échapper un soupir. Vous avez raison. Inutile de nous jeter le passé à la figure. Cela ne ramènera pas ma fille, votre femme. Nous l'aimions tous deux à notre manière. J'ai donné les instructions pour qu'elle ne soit pas incinérée au crématorium public, mais dans ma chapelle privée. Je souhaite qu'elle ait des funérailles dignes de son rang. Lady Co ne trouva rien à opposer. Il n'avait pas les moyens financiers d'offrir un tel luxe à la défunte, et à la vérité, peu lui importait. Cette momie contrefaite et desséchée que les préposés avaient emportée n'était pas Martha. Martha était la vie même. Elle devait rire et danser quelque part. Il fallait qu'il en soit ainsi, ou c'était à devenir fou. Devant l'inertie de son gendre, le conseiller d'État manifesta un soulagement évident. Ses lèvres formèrent le mot merci, sans qu'il fût pour autant audible. Elle se leva dignement et sortit. Au bout d'un moment, les bruits s'estompèrent. Carson Lady Co se retrouva seul.